Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La victoire du Parti démocrate aux élections américaines. Première conséquence, George Bush annonce la démission de son secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, qui avait en charge la conduite de la guerre en Irak. En France, l'appel à la grève à la SNCF a été relativement suivi, sans plus, avec 27 à 28% d'arrêt de travail. Le service garanti a plutôt bien fonctionné. Face au mécontentement des automobilistes, le gouvernement décide d'assouplir le permis à points. Il ne faudra plus qu'1 an au lieu de 3 pour récupérer les points perdus, sauf pour les infractions les plus graves. Une étude de l'INSEE sur le divorce, elle montre que les ruptures se banalisent à tous les âges. Les seniors sont de plus en plus nombreux à se séparer. Le bilan du 3e et dernier débat télévisé au Parti socialiste, Ségolène Royal est très critiquée après ses prises de position sur le nucléaire iranien. Enfin, le général de Gaulle en privé et en images, à la veille de la création d'un mémorial à Colombey, son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, publie un livre de photos issu de l'album familial. Il sera notre invité à la fin de ce journal. Les sondages l'avaient annoncé, les Américains ont donc exprimé leur désir de changement et après 6 ans de règne sans partage, George Bush est donc contraint à la cohabitation avec les démocrates. Le président américain qui s'exprimait tout à l'heure a déjà lâché du lest. Il vient d'annoncer la démission du secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, l'homme qui a conduit la guerre en Irak. Claude Sampère, Aaron Diamond. Une belle soirée de fête pour une nuit historique. Ambiance des grands soirs hier au QG du Parti démocrate à Washington. Les sondages leur avaient prédit une belle victoire, ils ne se sont pas trompés. Quelques rues plus loin, toujours à Washington, un QG républicain, pas tout à fait la même ambiance. Il y a moins d'une heure, le président s'est adressé à la nation. Dans un discours de 20 minutes, il félicite les démocrates pour leur victoire, déclare assumer la responsabilité de la défaite et annonce le départ de son ministre de la Défense, Donald Rumsfeld. J'ai discuté avec lui. Nous sommes tombés d'accord pour considérer qu'il était temps d'avoir un nouveau patron à la tête du Pentagone. Une page se tourne aux États-Unis. Toute la nuit, les télés américaines ont annoncé les résultats en direct. Vers 4 heures du matin, heure française, la tendance est claire. Les démocrates gagnent la Chambre des représentants. La joie est immense chez leurs partisans. Je suis très heureuse, il était temps. L'Amérique s'est finalement réveillée. C'est un grand jour. Les républicains contrôlaient la Chambre des représentants depuis 12 ans. Aujourd'hui, dans la nouvelle Chambre, même s'il reste 13 sièges indécis, les démocrates dominent très largement. Toute la nuit, ces militants démocrates ont attendu les résultats de la deuxième Chambre, le Sénat. Mais là, la bataille est beaucoup plus serrée. 2 États sont restés très longtemps dans la balance, la Virginie et le Montana. Et il y a moins de 30 minutes, le Montana a basculé dans le camp démocrate. Il ne reste maintenant plus que la Virginie. C'est finalement cet État qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais on va devoir recompter tous les bulletins. La démission de Donald Rumsfeld, c'est donc l'information de ce début de soirée. Le secrétaire à la Défense a 74 ans, à la tête des armées américaines. Il incarnait la détermination des États-Unis dans les conflits afghans et irakiens. Jean-Marc Ilouz. À la tête du ministère américain de la Défense depuis 5 ans, Ronald Rumsfeld incarnait le choix des États-Unis d'aller combattre le terrorisme non seulement en Afghanistan, mais aussi en Irak. À 74 ans, il avait conservé sa carrure de catcheur et surtout la confiance d'un président Bush qui, jeudi encore, jurait que Rumsfeld resterait à son poste. Élection ou pas, qui pouvait en douter quand on sait que le président avait plusieurs fois refusé sa démission, y compris quand aux critiques publiques d'une partie de ses généraux s'était ajouté le scandale des humiliations infligées à des détenus irakiens dans la prison d'Abu Ghraib. Devant le Congrès, Rumsfeld ne s'était pas démonté. Sa devise, quand on n'a pas de critique, c'est qu'on n'a pas fait son job. Aujourd'hui, celui qui jamais n'a semblé douter de la capacité de l'Amérique à changer l'Irak, voire le Moyen-Orient, paye peut-être moins le prix de l'enlisement américain en Irak que celui de l'échec politique du président Bush en Amérique même. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct de Washington. C'est une première concession et de taille de George Bush. Oui, écoutez, c'était le fusible idéal. Il avait été adulé au moment des victoires. Il était devenu la bête noire des démocrates
mais aussi des militaires. On a vu des généraux demander sa démission. Il y a 2 jours, c'est le journal des forces armées, Army Times, qui lui demandait de partir. Alors, ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est de n'avoir jamais donné aux militaires les moyens de gagner cette guerre en leur refusant les effectifs qu'ils réclamaient. Et puis on lui reproche aussi d'avoir prédit un coût de la guerre de 50 milliards de dollars. On en est aujourd'hui à plus de 350 milliards. Alors, sa démission ne changera sans doute rien à la situation en Irak, mais ça montre que George Bush a reçu le message des électeurs 5 sur 5. Et on espère maintenant que son successeur, Bob Gates, qui est un ancien directeur de la CIA, mais aussi un universitaire, sera, disons, plus consensuel et moins idéologue que l'était Ronald Rumsfeld. Vous restez avec nous, Alain. Cela montre bien, en tout cas, que George Bush a affaire à forte partie. 2 femmes côté démocrate se dressent désormais face à lui. Nancy Pelosi, qui devient la première femme à diriger la Chambre des représentants. Il faudra apprendre à la connaître. Et Hillary Clinton, facilement réélue au Sénat et qui pense déjà à la Maison-Blanche. Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Elle affiche un sourire de victoire qui doit faire rire jaune les républicains. Aujourd'hui, nous avons fait l'histoire. Maintenant, il faut avancer. Et c'est bien Nancy Pelosi elle-même, 66 ans, qui ouvre une nouvelle page d'histoire, une femme pressée, active, qui enchaîne réunion sur réunion dans tout le pays. Élue de Californie, d'origine italienne, mariée à un riche promoteur immobilier, elle se lance dans la politique à 47 ans, après avoir élevé ses 5 enfants, un milieu qu'elle connaît bien. Son père était maire de Baltimore. Une femme représente la nouveauté en politique quand elle a atteint le sommet, parce que ça n'est jamais arrivé avant. Située au centre-gauche de l'échiquier politique, elle a voté contre les lois d'exception après le 11 septembre et contre la guerre en Irak, un des thèmes aujourd'hui de sa conférence de presse. Nous ne devons pas continuer dans cette voie désastreuse. Nous devons travailler avec le président dans une nouvelle direction. À la prochaine session, c'est elle qui recevra ce marteau, symbole de la présidence de la Chambre. Dieu bénisse l'Amérique, une autre femme hier soir tenait le devant de la scène, Hillary Clinton, réélue sénatrice de l'État de New York, épanouie dans les bras de Bill, déjà en réunion de travail aujourd'hui. Nous allons commencer à nous parler, à travailler ensemble. Nous avons beaucoup de problèmes, mais je suis optimiste. Heureusement pour lui que Bush a 2 autres femmes à ses côtés, Laura et Condi, une bataille de dames en perspective, peut-être. En tout cas, pas plus tôt. L'élection terminée, on a le sentiment, Alain de Chalvron, que la course à la Maison-Blanche est déjà lancée. Oui, tout à fait. Et tout ce qui va se passer maintenant devrait être compris dans cet objectif, cohabitation douce, cohabitation dure, en fonction de cet objectif, tout en fonction de cet objectif. Et effectivement, on a déjà vu les prétendants. Alors du côté démocrate, vous l'avez dit, Hillary Clinton, forte des 67% qu'elle a obtenus dans son fief de New York, mais aussi Barack Obama, ce sénateur noir de Chicago qui a fait un tabac dans tous les meetings. Et côté démocrate, c'est toujours John McCain, en dépit de ses 70 ans, qui tient la rampe, pourrait-on dire. Côté républicain, oui. Côté démocrate, côté républicain, oui, c'est John McCain, malgré ses 70 ans. C'est un peu l'anti-Bush, John McCain, si vous voulez. Il est modéré, il est centriste, il est loin des néoconservateurs, loin des évangélistes. Et c'est bien ce dont le Parti républicain a besoin, car hier, cette élection était bien un référendum anti-Bush. Songez qu'un électeur sur 6 qui avait voté pour Bush en 2004, cette fois-ci a voté démocrate. Merci Alain. 2 images encore. Après ce scrutin, c'est Arnold Schwarzenegger, républicain, mais qui a pris ses distances avec George Bush sur un certain nombre de sujets. Il a été facilement réélu gouverneur de Californie. Et puis Keith Ellison dans le Minnesota, cet avocat démocrate de 43 ans, converti à l'islam. Il devient le premier musulman jamais élu au Congrès américain. À l'étranger encore, le monde entier s'indigne et redoute un embrasement après la bavure de Beit Hanoun dans la bande de Gaza. L'artillerie israélienne a bombardé en pleine nuit un quartier de la ville, tuant 18 civils, en majorité des femmes et des enfants. Ehud Olmert exprime ses regrets. Les 2 principaux partis palestiniens, pour une fois main dans la main, appellent à une reprise des attentats suicides. Attention si des enfants sont à vos côtés. Certaines images peuvent choquer. Charles Anderlin, Talal Abourameh sur place. La douleur d'un père qui a perdu les siens. Les premiers obus sont tombés peu avant 6 heures du matin sur les maisons de Beit Hanoun. Selon les témoins, le barrage d'artillerie a duré une quinzaine de minutes.
Le dernier bilan est de 18 morts, parmi lesquels 8 enfants et 4 femmes. Il y a plus de 40 blessés. Des familles entières ont été décimées. Le frère, la belle-sœur et 3 neveux d'Ilham ont été tués. Il s'apprêtait à aller à l'école. Ces livres, ce sac de classe appartiennent-ils à la résistance? Et ça, est-ce un uniforme de la résistance? Sommes-nous des terroristes? Un peu partout dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, des manifestations spontanées ont lieu au cri de vengeance. Le Hamas et des cellules du Fatah lancent des appels à la reprise des attentats suicides en Israël. En signe d'union, Mahmoud Abbas, le président palestinien du Fatah, et Ismail Haniyeh, son premier ministre Hamas, ont côte à côte donné leur sang. Selon des sources militaires israéliennes, cette sanglante bavure serait due à une erreur de tir d'une batterie d'artillerie. En attendant la conclusion d'une enquête, le ministre de la Défense, Amir Peretz, a ordonné l'arrêt de ces tirs et a exprimé ses profonds regrets face à ce drame. Prenant la parole à Sderot, il a été pris à partie par des habitants de la ville, bombardés ce matin encore à la roquette depuis Gaza. Visiblement, la tactique militaire israélienne est un échec. En France, une journée difficile pour les usagers de la SNCF, mais tout le monde avait été prévenu. Comme souvent, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. À l'heure du bilan, le ministère des Transports parle d'une grève peu suivie. Pour la CGT, au contraire, c'est un succès. Quant aux voyageurs, ils ont pris leur mal en patience. Vincent Fourcade, Julien Voix. Les trains se font rares et les places sont chères. 36 heures de grève à la SNCF. Et ce soir, au départ de Paris, un train de banlieue sur 2 est à quai. Trafic ralenti, mais pas de paralysie. Ah oui, il faut perdre du temps, oui, sérieusement. 2 heures ce matin, mais sinon tout va bien. 2 heures au lieu de quoi, 1 heure? Au lieu d'1 heure, oui. Et à quelle heure on arrive au bureau pour rattraper ces heures? Bien sûr, ils font grève, ils ont peut-être d'excellentes raisons, mais nous, il faut se mettre aussi à nos places. 4e mouvement national de l'année sur les rails. Une grève pour l'emploi, les salaires et la défense du fret. C'est vrai que ce sont des mouvements répétitifs. Mais maintenant, on peut aussi comprendre que bon, peut-être que les gens ont de réelles revendications aussi à défendre. Sur les grandes lignes, 2 TGV sur 3 circulaient aujourd'hui en France. Et à Marseille, à la descente du train, les passagers préféraient en rire. Ça a été, ça marche pas plus mal que quand il n'y a pas grève. Hein. Parce que de toute façon, quand il n'y a pas grève, on arrive toujours en retard le soir et c'est un vrai problème. Partir à quelle heure? Au final, dans les gares, peu d'agitation aujourd'hui. La plupart des usagers ayant planifié leur voyage à l'avance. Vous vous y retrouvez? Oui, c'était bon. Oui, parce que j'avais déjà demandé la veille, donc c'était organisé. Fin de la grève demain matin à 8 h. Et d'ici là, les syndicats auront sans doute reçu un courrier d'Anne-Marie Idrac, la présidente de la SNCF, qui tente de les rassurer en s'engageant notamment sur le maintien de l'activité fret au sein de l'entreprise publique. Toujours à propos de transport, un bon chiffre, encore un pour la sécurité routière. Le nombre de tués sur les routes a baissé de 5,5% au mois d'octobre par rapport à 2005. 446 tués tout de même. Depuis le début de l'année, la baisse est de 14%. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé d'assouplir les sanctions en ce qui concerne le permis à points. Pragmatisme ou concession à l'approche des élections. En tout cas, les conducteurs sanctionnés pourront plus facilement retrouver leurs points. Nicolas Lemarinier, Pascal Caron. 2 ou 4 points en moins, 3 ans ou 6 mois pour les récupérer. Jusqu'à présent, la règle était un peu compliquée et certains conducteurs la trouvaient injuste. Alors le gouvernement veut changer les choses. Il fallait attendre 3 ans avant de récupérer les points perdus. Le délai passe à 1 an, mais seulement pour les petites infractions qui coûtent 1 point. Un automobiliste perdant son permis attendait 6 mois avant de repasser le code et la conduite. Fin 2007, le conducteur pourra passer les examens dès la suspension et dès la fin des 6 mois, reprendre le volant. Pour ceux qui viennent d'avoir le permis, ça change. Actuellement, c'est 6 points au départ, 12 au bout de 3 ans. Désormais, le jeune conducteur gagnera ses points progressivement, 2 par année. Un site internet permettra aux conducteurs de savoir où ils en sont en ce qui concerne leur permis en juillet 2007. Verdict des associations. Il est naturel que les usagers aient accès, par exemple, au nombre de points dont ils disposent dans les meilleurs délais. Donc nous encourageons cette transparence, elle est due à chacun d'entre nous. Le système du permis à points est complexe et il fallait le simplifier. Autant de clarifications qui ressemblent furieusement à des assouplissements de la part du gouvernement à quelques mois des élections.
Il faut savoir que près de 10% des conducteurs ont perdu au moins un point depuis le début de l'année. Cet assouplissement va soulager les automobilistes les plus exposés. Exemple, les chauffeurs de taxi. Certains n'hésitent plus à rouler sans permis. Enquête à Bordeaux, Diego Garcia, Alain Dubas. Sale temps pour les chauffeurs de taxi bordelais. À l'image de cet homme. Un feu rouge grillé, 4 excès de vitesse. Conséquence, il se retrouve aujourd'hui sans permis et malgré cela, il continue à conduire. Je sais que c'est illégal, mais pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Il faut aller faire les courses, remplir le frigo. Sinon, qu'est-ce qui m'arrive? Sinon, c'est l'assistance sociale, le RMI, la galère. Et non, pas pour moi, oui, mais pour les enfants, non, jamais. Il passe 70 heures par semaine dans son taxi. Sa seule crainte, l'accident. J'ai un accident, je vais en prison. Je payerai toute ma vie. Je sais pas, on sait que ça peut arriver, mais sur le moment, on ne peut plus y penser. Plus de 400 taxis à Bordeaux. Tous les chauffeurs le savent, conduire sans permis coûte cher. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Sans oublier l'annulation de la carte professionnelle. On perd des points bêtement sur des petites infractions. Il suffit qu'un jour votre oreillette ne marche pas bien, vous avez le téléphone à main, qu'un client qui vous appelle, il y a les forces de l'ordre au coin de la rue, ils vous prennent 3 points. Une licence de taxi coûte 150 000 €. Jean-Claude Dubois, lui, a bien cru tout perdre en perdant ses points. Pourtant, il a continué à conduire, sans permis, mais légalement. Il est vrai que son avocat connaît toutes les failles du système, des conseils facturés au prix fort. Se monter à 4 500 €. Et moi, sur le coup, quand il m'a dit ça, moi j'ai failli m'étrangler. Et j'ai été obligé de faire le tour de la famille. Tout le monde m'a donné un peu. On a réuni la somme de 4 500 € et j'ai pu payer mon avocat comme ça. Depuis, M. Dubois a récupéré ses 12 points. L'administration l'a même dédommagé de 850 €. Son avocat est spécialisé dans la défense des automobilistes, mais aussi dans la guérilla administrative. Aujourd'hui, la priorité des gens, c'est d'être insérés dans notre société. Et pour être inséré, il faut avoir son permis de conduire, parce que son permis de conduire, c'est le permis de travailler. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi se disent de plus en plus nombreux à conduire sans permis, de plus en plus nombreux à jouer les irresponsables. En bref, les chauffeurs de plusieurs des bus incendiés ces dernières semaines ont été reçus et décorés au ministère de l'Intérieur par Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Parmi eux, Daniel Fernandez, qui conduisait le véhicule brûlé à Marseille et dans lequel une jeune femme a été grièvement blessée. Des policiers qui ont contribué à sauver la vie de la jeune femme ont également été distingués. La victime est toujours entre la vie et la mort, mais son état de santé s'est légèrement amélioré dernièrement. Une étude de l'INSEE sur le divorce, elle montre que les ruptures se banalisent, ça on le savait, mais c'est le cas à tous les âges. En 10 ans, le nombre de séparations a même doublé chez les plus de 50 ans. Marie-Pierre Samitier, Guillaume Michel. À 65 ans, cet homme a décidé de divorcer après plusieurs décennies de mariage. C'est le fruit d'une longue réflexion qui aboutit à une évidence. Il faut dire aussi qu'à nos âges, on se connaît un peu mieux et on est en meilleure compagnie avec soi-même. Ce choix n'a rien d'exceptionnel, car le divorce n'épargne plus les vieux couples qui s'ajoutent à la longue liste des divorcés. En 1960, on comptait 30 000 divorces, on en dénombre 129 000 aujourd'hui. Les quinquagénaires divorcent 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Quant aux plus de 60 ans, le taux de divorce a augmenté de 39% pour les hommes et de 28% pour les femmes. Tout cela pour s'offrir une seconde jeunesse. À 50 ans, enfin, je veux dire, un homme ou une femme est extrêmement jeune maintenant, et c'est vrai qu'ils ont un appétit de vivre, et comme ils ne peuvent plus l'envisager avec leur conjoint parce qu'il n'y a plus cette communication, eh bien effectivement, je veux dire, ils n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure du divorce. Une aventure dont les femmes pâtissent financièrement davantage que les hommes, surtout si elles n'ont jamais travaillé. D'où l'intérêt de ne pas se tromper quand on dit oui. Économie à l'image de ce qui existe déjà aux États-Unis et dans une partie de l'Europe, la France va se doter d'un dispositif d'action de groupe outre-Atlantique. On appelle ça les class actions. En clair, il s'agit de permettre aux consommateurs de se regrouper pour faire valoir leurs droits face aux entreprises en cas de litige, mais seulement dans certains cas. Séverine Lebrun, Nicolas Rançon. Des dizaines de touristes excédés bloqués dans un aéroport turc. C'était en août dernier. Tous ont acheté un voyage sur Internet, mais il n'y a pas d'avion pour les ramener. Voilà typiquement le genre de litige qui pourrait donner lieu à une action de groupe.
Le principe, permettre à des consommateurs qui ont subi le même préjudice de s'allier pour porter une seule action en justice. Quelques bémols, les demandes d'indemnité ne doivent pas excéder 2 000 € et surtout ne peuvent être attaqués que les professionnels qui n'auraient pas respecté un contrat lors d'une vente ou d'une prestation de service, les opérateurs de téléphonie par exemple. Sont donc exclus la santé publique, l'environnement ou encore les pratiques anticoncurrentielles. Seule une association de consommateurs pourra saisir le tribunal de multiples plaintes contre un professionnel. S'il est jugé fautif, chaque consommateur devra alors individuellement réclamer dommages et intérêts. C'est une des limites du projet de loi. Imaginez 500 000 personnes dans la même situation à devoir chacun dans son coin négocier une indemnisation et si ça se passe mal individuellement de nouveau aller devant le juge, on voit bien que le compte n'y est pas. On est encore loin des class actions si populaires aux États-Unis où des consommateurs obtiennent parfois des millions de dollars de dommages et intérêts. En bref, l'opération de déchargement du Rokia Delmas a commencé aujourd'hui. Les conditions météo sont plus clémentes. La grue géante a déjà permis de débarquer 6 conteneurs de cacao et de bois. Le cargo, vous le savez, a fait naufrage au large de l'île de Ré il y a 2 semaines lors des intempéries. Lorsqu'il sera entièrement vidé, il pourrait être remorqué à la faveur d'une marée montante ou démonté pièce par pièce. Image de nos correspondants François Privat et Fabien Tormos. Et à propos d'environnement, la conférence internationale sur le climat se poursuit à Nairobi. Parmi les signes les plus souvent avancés du réchauffement climatique, on évoque le sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro, dont les neiges soi-disant éternelles dans la chanson sont en train de disparaître. On en voit souvent des photos aériennes. Nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Frédéric Guiraud et Sylvain Barral ont effectué l'ascension en compagnie de spécialistes à 5895 mètres d'altitude. Voici leur reportage. S'il était encore de ce monde, Ernest Hemingway n'en croirait pas ses yeux. Des neiges du Kilimandjaro, il ne reste plus grand-chose, juste une petite tache blanche là-haut, l'un des derniers glaciers au-dessus des nuages. Depuis que l'écrivain américain a séjourné ici au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plus haut sommet d'Afrique n'a cessé de s'assombrir. Il n'y a plus que sur les étiquettes des bouteilles de bière locales, sur les cartes postales, sur le chapeau d'un cow-boy tanzanien que les neiges sont toujours éternelles. Un symbole qui résiste au temps qui passe et aussi au temps qu'il fait. Le Kilimandjaro, le vrai, n'est plus ce qu'il était. Pour tenter d'y voir plus clair et comprendre de quoi il souffre, il faut se lancer à l'assaut de ces 5895 mètres de roches volcaniques. Une expédition de 4 jours au moins, parfois 5 ou même 6. On ne s'aventure pas à la légère sur la piste de Nalemo. David Skinner enseigne la géographie. Il a dans ses bagages des idées bien précises sur le réchauffement de la planète. Il y a 10 000 ans, il faisait 6 degrés de moins. C'était la période glaciaire. Il y a 30 000 ans, il faisait plus chaud. Je crois que le climat change naturellement. Cependant, je suis certain que l'homme est responsable d'une accélération du processus. Emmanuel Desmille, lui, n'a jamais fait d'études, mais il sait mieux que quiconque combien sa montagne a changé depuis qu'il y a 10 ans. Il a commencé son métier de guide. À mes débuts, il y avait beaucoup de neige. À la saison des pluies, à partir d'ici, il fallait absolument chausser des crampons si vous vouliez continuer à monter, parce que vraiment, il y avait beaucoup de neige. Depuis, souvent, la neige tarde à venir. Plus besoin ni de crampons ni de cordes pour la dernière étape qui mène jusqu'au sommet. 8 heures d'une interminable ascension, durant lesquelles l'oxygène se fait si rare que le cœur souvent s'emballe et le pas s'alourdit. Sur l'arête du cratère où l'on finit par se hisser, le spectacle est à la fois grandiose et saisissant. Quand en 1889, pour la première fois, un explorateur allemand, Hans Mayer, met le pied au sommet du Kilimandjaro, la calotte glaciaire mesure alors un peu plus de 12 km². Aujourd'hui, elle n'en mesure plus que 2, et selon toute vraisemblance, d'ici 10 à 15 ans, elle aura totalement disparu. Personne aujourd'hui encore n'est en mesure de donner de chiffres précis sur la hausse des températures, mais tout le monde montre du doigt la pollution venue d'ailleurs, les gaz à effet de serre. Pourtant, il existe aussi des responsabilités locales. François Devaisne est un spécialiste des ressources naturelles. Il considère que l'une des causes majeures de l'assèchement du climat est l'abattage des grands arbres de la forêt pluviale. Ils ont une influence directe sur certaines précipitations par l'obstacle qu'ils offrent aux nuages ou au brouillard.
Ils ont des structures foliaires qui font obstacle aux gouttelettes d'eau, qui ruissellent le long des troncs et qui ensuite s'infiltrent dans la terre et qui donc humidifient l'environnement. À l'époque coloniale déjà, les Britanniques tronçonnaient à tour de bras. Depuis, la Tanzanie indépendante a imposé des règles, des zones protégées, mais replanter coûte cher et les arbres ne poussent pas assez vite pour sauver les glaciers. Dans la vaste plaine aride au pied du Kilimandjaro, malgré les nuages qui s'amoncellent, la pluie se fait attendre, comme si les esprits de la montagne ne répondaient plus aux attentes des hommes. Depuis que les Blancs, il y a longtemps, ont rendu l'éducation obligatoire, les hommes font des choses qui vont à l'encontre de la nature. Ils ne la respectent plus, ils oublient leur culture. Alors forcément, il se produit des choses imprévisibles. Chez les Maasai, on dit des éléphants qu'ils pressentent le danger, les catastrophes à venir. Quand le soleil se couche sur le Kilimandjaro, ils lui tournent le dos et s'en vont droit devant. Chaque jour un peu plus loin. L'environnement, c'était l'un des thèmes du troisième et dernier débat télévisé des postulants à l'investiture au Parti socialiste. Également au programme la politique étrangère, une prise de position remarquée, celle de Ségolène Royal sur le nucléaire iranien qui lui vaut de nombreuses critiques. Jeff Wittenberg, Lionel Langlade. La dernière séance aura été courtoise mais impitoyable. Bonsoir. Dans le rôle du procureur, placé cette fois au centre, Laurent Fabius. À la fois expérimenté, lui l'ancien Premier ministre, et homme du nom à la Constitution, il attaque fort sur l'Europe. D'abord Ségolène Royal. On va parler Il faut reconstruire l'Europe par la preuve. Un grand projet européen qui touche la vie concrète des Français. Effectivement, il faut que l'Europe fasse ses preuves. Mais moi je suis pour l'Europe par la gauche. Puis au tour de Dominique Strauss-Kahn qui évoque l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Nous devons nous préparer, sur le long terme, nous devons nous préparer à une Europe plus large qu'elle n'est aujourd'hui. L'Europe que décrit Dominique Strauss-Kahn, c'est une Europe à 50 pays. DSK serre les dents. États-Unis, Irak, défense, les autres échanges seront plus diplomatiques. Mais un nouvel incident survient sur le nucléaire et la position iranienne. Elle a signé le traité de non-prolifération nucléaire, qu'elle s'est engagée dans cette voie-là, civile. Donc, Laurent Fabius la reprend, comme si elle confondait civil et militaire. La candidate persiste, elle ne veut pour l'Iran ni de l'un ni de l'autre. Son concurrent lui fait à nouveau la leçon. On arrivera à ce résultat très paradoxal de souder le pays par nationalisme autour d'un président qui est un dictateur. Dominique Strauss-Kahn. Je crains d'être d'accord avec Laurent Fabius sur cette question. Ne te retiens pas. Évidemment, après tout cela, on ne boit pas le dernier verre ensemble. Comme après les débats précédents, chacun sa petite fête avec ses partisans et chacun son pronostic. Il y aura un deuxième tour. Normalement oui, je ne pense pas être élu au premier. Tous les débats sont utiles et que chaque fois ça fait un peu progresser. Je pense que j'aurai la responsabilité de rassembler demain. Dernier débat à Toulouse demain, devant les militants avant leur verdict dans une semaine. À la veille du 36e anniversaire de sa mort, c'est une nouvelle part d'intimité du général de Gaulle qui est dévoilée. Après 2 livres d'entretien, son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, publie cette fois, toujours avec Michel Toriac, un album, un livre de photos issus de l'album de famille. Certaines sont inédites. L'amiral Philippe de Gaulle qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, c'est Véronique Saint-Olive qui a feuilleté cet album. Une ressemblance troublante. Même silhouette, même port de tête. L'amiral de Gaulle sait qu'à travers sa personne, les Français aujourd'hui voient encore son père. 4 ans après le best-seller du premier ouvrage écrit avec le journaliste Michel Toriac, l'amiral de Gaulle feuillette aujourd'hui avec lui l'album photo de ses souvenirs de fils, témoin privilégié de celui qui fut un géant de l'histoire de France. Mais cette fois, l'histoire avec un grand H sert de toile de fond. Et c'est la vie intime, familiale du général qui se dévoile comme jamais encore. Complicité avec son fils Philippe, devenu lieutenant. Couple fusionnel avec son épouse Yvonne. Tendresse pour sa petite fille Anne, handicapée. Il ne tenait pas à faire de confidences. Son personnage, il n'estimait que ça n'intéressait personne. Les Français étaient intéressants pour lui, mais faire des confidences sur soi ou sur les siens... Et pourtant, ces photos parlent d'elles-mêmes. On voit le général à Washington, qui ne reste pas insensible devant le charme de Jackie Kennedy. On le voit
voit aussi, un peu raide, un peu maladroit et très ému, en 1948, aux côtés de son fils Philippe et de son premier petit-fils Charles. Puis quelques années plus tard, devant la boisserie, c'est Jean qu'il tient dans ses bras. Il y a aussi ces photos rares, De Gaulle en civil, De Gaulle méditant seul face à la mer. Derrière la cuirasse, à l'intérieur, dit l'amiral de Gaulle, il y avait un homme sensible. Et de son rire, on ne garde que cette seule et unique photo. D'après vous, amiral Philippe de Gaulle, que peut-on découvrir de nouveau sur la personnalité du général à travers ces photos? Eh bien, sa vie intime, sa vie personnelle, celle qu'il dissimulait soigneusement à l'extérieur. Car jamais rien n'a filtré en dehors de sa famille, et c'était ainsi. Oui. Il n'en eût pas été question pour ma mère de faire quelques petites phrases dans les milieux britanniques ou français à aucun moment sur ce qui était de se passer à l'intérieur de la famille. Ça n'était pas l'ère du people. C'était pas l'ère du tout du people, et en tout cas pas de lui. Il n'était pas vedette de cinéma, oui, ni grand sportif, donc sa vie privée n'intéressait personne. Alors, on vous a demandé quelles étaient parmi toutes celles-là les photos qui vous marquaient particulièrement. Voici l'une d'entre elles. Dans les années 30, le général de Gaulle avec votre petite sœur trisomique. Pourquoi vous marque-t-elle tellement? C'est une photo que j'ai prise à Quimper, sur la plage, à une époque où, disons, les pères de famille ne se baignaient pas. Il restait en costume. Alors, il venait de la digue en costume, et là, il s'est assis, et il prêtait attention beaucoup à ma sœur pour qu'elle ne soit pas malheureuse, pour qu'elle ne se sente pas en dehors des autres, pas comme les autres. Il la prenait sur ses genoux, et il lui chantait des comptines, il lui parlait un petit peu pour lui exprimer son attention, sa tendresse. Et c'est une photo, je crois, aucune autre photo n'a été montrée ainsi de qui que ce soit, ou en tout cas aucun chef d'État, d'une façon aussi intime avec un enfant handicapé, infirme. Une autre de ces photos, c'est celle-là, en 1953, je crois, votre père avec votre mère, fait une tournée en Afrique et dans le Pacifique, c'est dans l'avion. Ma mère, qui s'occupait à tricoter ou à broder, comme souvent elle le faisait, à ses côtés, lui suivant la carte, le trajet parce qu'il voulait savoir où il était et de quoi il s'agissait. Est-ce que cette hérédité, pour vous, a été une chance ou un poids, parfois lourd, peut-être trop lourd à porter? C'est à la fois une chance et un poids. Mais c'est ainsi, l'un n'est pas dissocié de l'autre. Plus une chance ou plus un poids? C'est certainement une chance. J'ai eu une vie extrêmement intéressante. Je dirais aussi avec beaucoup plus de risques que la moyenne. Parce que être à côté d'un tel homme dans de telles périodes de l'histoire de France ou de la vie des Français, c'était toujours en première ligne, sans jamais qu'on parle de vous. Je sais que vous n'aimez pas parler politique, vous avez été sénateur du RPR, de l'UMP pendant des années. Est-ce que selon vous, le gaullisme est toujours au centre de la vie politique aujourd'hui? Est-ce qu'il est incarné par ceux qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner? Je pense qu'il est définitivement dans la vie politique des Français. Le gaullisme, ce n'est pas une idéologie. Les idéologies passent, elles sont périmées. Le gaullisme, ce n'est pas une idéologie, c'est une éthique, c'est un principe. Et vous trouvez aujourd'hui, c'est un sens de l'État et de la nation. Et aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ou ceux qui veulent nous gouverner dans votre camp, celui de l'UMP, sont gaullistes? Ce sont ceux qui se réclament du gaulliste. Et ils le sont forcément plus ou moins. Ils le sont forcément plus ou moins. Merci, amiral Philippe de Gaulle. Je rappelle, votre livre, Mon père en images, entretien avec Michel Thoriac aux éditions Michel Lafon. Merci.
Voilà, une interview enregistrée hier après-midi. À noter que Jacques Chirac posera demain la première pierre d'un mémorial dédié à l'œuvre et à la vie de Charles de Gaulle à Colombey, les deux églises. On change de registre avec un rappeur au parcours singulier. C'est la révélation de cette rentrée. Il s'appelle Régis, alias Abdel Malik, un Alsacien, ancien délinquant, devenu amoureux des mots, licencié en littérature et en philosophie. Abdel Mostefa, Patrice Brugère. Bien sûr qu'un sourire nous aurait fait plaisir. Juste un peu d'attention et peut-être ça aurait été autrement. Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats. Soldats de plomb. Ici, c'est la rue des Hésis, c'est là qu'on a monté notre groupe. Moi j'habitais juste là. Et moi, quand j'étais gamin, de ma fenêtre, je voyais les mecs dealer, je voyais... Des copines que j'avais connues belles s'étaient changées en loques humaines à cause de l'héroïne qu'elle s'était injectée dans les veines. J'ai été délinquant. J'ai eu une vision un peu comme ça, en noir et blanc, binaire. Je suis allé dans la religion comme certaines personnes prenaient leur carte pour aller au PC ou devenaient punk ou voyou. Dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg, il a été pickpocket, dealer de shit, fondamentaliste musulman, élève brillant à l'école, tout ça à la fois. Aujourd'hui, quand il s'y promène, le rappeur Abdel Malik est avant tout celui qui sait parler des siens. Merci beaucoup, Jamel. Merci beaucoup. J'entends les phrases que tu dis dans cette chanson. Bien. Il y a des gens qui sont là avec envie d'avoir une vie décente, qui ont envie de vivre juste normalement. Et c'est ça, faut pas oublier. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est important de garder le lien, pour qu'on n'oublie pas ça et qu'on voit que ouais, c'est des gens, c'est des êtres, c'est pas des chiffres. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Fils d'intellectuel congolais, il a baigné dans les livres, s'est ouvert l'esprit et l'horizon. Son rap, il l'a matiné de jazz, l'a fait flirter avec Joan Est, le pianiste de Jacques Brel. Pour moi, Brel, c'est un rappeur. Et le fait d'être dans cette continuité-là, c'est de dire aussi que le hip-hop se nourrit aussi je dirais, de la culture de l'endroit. Et la culture, en France, ici, notre culture, c'est aussi la chanson à texte. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles s'effondraient. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Abdel Malik habite désormais en région parisienne, mais il revient régulièrement au Neuhof pour voir sa mère, ses amis et transmettre son amour des mots. Les sports, on connaît la composition du 15 de France qui va affronter les All Blacks en test match. À noter la titularisation de Damien Traille à l'ouverture et d'Elvis Vermeulen en troisième ligne. Rencontre à suivre sur France 2 samedi à partir de 21h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, Louis Page. À demain.